Bon, nous allons reprendre. Alors, je dois transmettre les excuses de Cynthia Fleury, qui est, en fait, aujourd'hui, avait toute une journée de travail, de colloque, et ils n'ont pas été aussi sérieux que nous, figurez-vous. Ils ont été incapables de tenir le temps. Je crois qu'on peut féliciter, là, aujourd'hui, tous les intervenants et tous mes collègues organisateurs qu'on a quand même réussi à nous organiser. Donc voilà, elle présente ses excuses et se félicite en tout cas de l'organisation de ce colloque et on aura l'occasion de rééchanger ensemble. Donc je vais présenter Caroline Gross, qui est une des grandes figures de la phénoménologie française, je disais tout à l'heure, qui a traduit Minkowski, autrice de nombreux ouvrages, qui est également de Binswanger. Ouais, c'est ça. On est dans Minkowski. Et justement, aujourd'hui, elle va nous permettre un dialogue Binswanger-Minkowski, qui est par ailleurs psychanalyste, docteur en philosophie et membre de l'école de Dyson's Analysis. J'ai eu l'honneur de la rencontrer. Voilà, je lui laisse la parole dans tous les temps. Merci beaucoup, merci Faroujia, merci Jean-Claude pour cette organisation magnifique de ce colloque dont on avait bien besoin. Alors, mon titre c'est Retentissement au singulier et finalement résonance au pluriel après avoir lu Bachelard chez Eugène Minkowski. Je vais commencer un peu dans les pas ou dans les traces de Bernard Granger et vous rappeler à quel point Eugène Minkowski ne supportait pas l'orthodoxie. Donc je vais lire une citation qui est extraite de Phénoménologie et analyse existentielle en psychiatrie de 48. Et c'est plus qu'un leitmotiv, c'est vraiment un axiome de vie. Il dit « Il ne s'agit pas tant de suivre servilement une méthode que de s'en inspirer. » Et ainsi de donner libre cours à notre propre effort, rien de plus terrifiant que les élèves orthodoxes. Alors, bien sûr, l'orthodoxie n'est la garantie de rien, et certainement encore plus en santé mentale que dans d'autres matières. Donc aujourd'hui, je me suis vraiment immergée dans la pensée de Minkowski, donc aucune référence aujourd'hui à Binswanger, peut-être un peu à Heidegger pour le différencier, mais ça va être à peu près tout. Parce que, pour moi, finalement, la lecture de la prose de Minkowski, ça a été littéralement jouvence. Et Jean-Claude Jans, dans son article « La cosmicité de l'existence », parle d'une allure très libre et légère de son style. Et en effet, elle n'est pas celle d'un maître à penser, elle n'est pas scolastique. Elle est toujours au service d'une cause plus élevée et elle accomplit la prouesse de parler une langue qui, en toutes circonstances, s'avère subtile, riche, élégante, agile et prompte à saisir les nuances qui se tiennent au plus près de la dimension poétique de la vie qu'elle transcrit. L'homme poète est promu en position sommitale, l'homme capable de création, celui qui, en avançant, laisse derrière soi des traces sur son chemin, celui capable de bâtir sa vie, d'être, dit-il, l'artisan de sa destinée. L'enfantement de l'œuvre personnelle est un accomplissement, mais il n'est jamais, comme chez Heidegger, le strict accomplissement d'un soi résolu, puisqu'il est, au contraire, porté par l'élan vital et relié à une réalité plus large, en amont et en aval, à un cosmos qui englobe l'homme et le traverse. C'est ainsi que se dessine dans Vers une cosmologie ce que j'appellerais le contre-courant de l'expérience humaine, son envers, sa transcendance occultée, le rapport à la nature. L'homme apparaît non pas seulement en contact et en échange avec le monde ambiant, cela bien sûr est indéniable, ni seulement orienté par ce qu'il déséloigne et rapproche de lui, à l'instar de Balzac enfant contemplant poétiquement une étoile, mais en rapport, quoique parfaitement inconsciemment, avec ce qui le traverse, l'englobe et le dépasse, qu'on appelle communément la nature,
dans quoi l'homme est inclus et que, pareillement, dans un mouvement de réciprocité, il tente à incorporer, à assimiler, à absorber en lui. L'homme, dit-il, vit en affinité avec la nature. Il est en résonance avec elle, quand bien même il ne le saurait pas et rêverait à l'inverse de toute autre chose, de réalité augmentée et de technologie assistée. Et donc, aujourd'hui aussi, quand bien même, par sa foncière méconnaissance, l'homme fabrique des bébés autistes reliés à des écrans, il est pénétré de nature, structuré par sa contexture, nourri et instruit par elle, bien au-delà de ce qu'il peut en dire et reconnaître. Un nœud, une boucle ou un chiasme, qui n'est pas nommé chiasme, mais solidarité structurale ou foncière, existe entre l'homme et la nature ou entre le moi et l'univers. La tonalité fondamentale est connivence, complicité, entente et intelligence secrète. Et donc toutes les oppositions, comme on a pu le dire, tombent entre sujet et objet, entre événements extérieurs et mon activité. C'est le sens même de Vers une cosmologie autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui. Contrairement, on va dire, au principe qui est généralement admis par la phénoménologie, qui est un mouvement d'aller vers le monde, c'est une intentionnalité, c'est un vecteur qui va de la conscience au monde. Minkowski va s'intéresser surtout au mouvement inverse, ou alors c'est moi qui, chez Minkowski, me suis intéressée surtout au mouvement inverse, au mouvement rétroactif, au retour du monde en nous, sur nous. Que l'homme soit dans le monde n'est pas le dernier mot, le monde est aussi dans l'homme. Et l'ouvrage opère une ouverture inédite, je cite, « Au monde qui héberge l'homme, le reçoit dans son sein et est fait pour cela. Avec lui aussi l'homme se rencontre, il s'en inspire, il s'en imprègne. » Le point de vue anthropologique comporte un versant anthropocosmique et un versant cosmo-anthropologique. Fin de citation. L'accent porte sur le retentissement du monde ou de l'univers sur l'être en devenir et en mouvement. L'accent porte sur l'influence exercée en termes d'affectivité contact et de vulnérabilité sur la forme en formation de l'homme dans son devenir. L'affectivité contact est à distinguer de l'affectivité conflit bien connue de la psychanalyse. C'est donc au contact du monde dont l'homme s'imprègne qu'il s'humanise et qu'il devient humain. Ce n'est pas une idée qui va de soi. Parce que l'homme prend naissance ailleurs qu'il ne naît, dans l'inspiration du monde. Et ça, c'est un article auquel se réfère Jean-Claude Jans, qui est Naissance et prendre naissance dans une revue de psychiatrie. Minkowski est polarisé sur ce que l'homme tire du monde, en italique, comme s'il tirait le vin du raisin. Ce qu'il en tire, ce qu'il en récolte, en recueille ou en exploite, a lieu au sein de ce que Maldinet appellerait une transaction, un change et un échange transformateur pour les deux parties. Au fond, sans ce qu'il tire du monde, l'homme n'advient jamais à lui-même, car ce qui de ce monde pénètre en lui en forme l'essence, sans quoi il ne saurait être, sans quoi il serait hors d'état de se chercher et encore moins de se trouver. C'est une citation qui se trouve dans Le contact humain, écrit clinique. C'est ultérieur. Donc la question, c'est qu'en est-il du retentissement du monde sur l'homme? Quelles sont ses formes de résonance? Ce seraient vraiment là les questions minkowskiennes. Et la prédilection des métaphores acoustiques indique une direction de sens primitive, une propriété fondamentale de la vie, retentir, le retentissement. Je cite, « Une mélodie, une symphonie, voire même un seul son, surtout quand il est grave et profond, se prolonge en nous, pénètre jusqu'au fond de notre être, résonne, retentisse réellement en nous,
comme le fait également un mouvement de sympathie. Le retentissement est la manière humaine de recevoir le monde sous forme de vibrations intenses, comme un coup de poing ou un coup de hache, un choc aussi. Parce que le monde ne s'insinue pas toujours très doucement en nous. Il s'insinue, bien sûr, mais aussi il fait effraction. Il s'agit d'en recueillir et d'en accueillir l'écho et les répercussions, non simplement en surface, mais d'emblée par tous les pores, selon ce qu'il appelle une pénétration en profondeur. Dans le retentissement, nous sommes immergés et immédiatement débordés par une réceptivité saturée qui, dans son mouvement dynamique, porte à vibrer à l'unisson. C'est le sens de ce qu'on a évoqué là tout à l'heure, de la typologie du syntone qui, bien sûr, fait caisse de résonance à l'égard du monde. Les typologies ou les constitutions schizoïdes et symptones sont là pour faire caisse de résonance ou au contraire pour limiter cette résonance à l'égard du monde. Le symptôme retentit au diapason du monde et, en revanche, l'aspect schizoïde permet de s'en extraire en opérant un mouvement inverse de détachement. Donc, ces deux choses sont vraiment liées. Je vais prendre là quelques expériences de retentissement retentissant, et là je les prends dans mon expérience. Je vais les prendre dans la musique. D'abord, une symphonie de Gustave Mahler que j'ai entendue une première fois très jeune lors d'un concert, et je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc ce fut d'abord le silence, bien sûr le silence religieux avant la musique, et d'un seul coup, dans un grondement roulement de tambour, toutes les percussions se sont déchaînées dans les airs comme un orage cataclysmique. L'impact, le choc a été brutal, et la surprise totale, sursaturant l'émotivité affectivité, parce que là je pense que c'est un peu confondu. J'ai été saisie et dessaisie à la fois devant autant de bouleversements intérieurs, de mouvements volcaniques et de folie exubérante. Et je dirais que ça a provoqué un coup de foudre, parce que faire dans ces cas-là? Soit se sauver, soit tomber amoureuse. Et donc, même coup de foudre, mais en moins brutal, pour les chants grégoriens entendus dans une abbaye. Et là, c'est au contraire la voix humaine qui s'élève, retentit, emplit l'espace d'une clarté lumineuse, vole littéralement dans les airs pour retentir et résonner à l'autre bout, tourbillonner, envelopper tout le corps de sa vibration intense, entrer par toutes les fibres. C'est le retentissement d'une danse dans les airs qui résonne en soi et provoque un envol de la gravité, une élévation. Mon dernier exemple, c'est un retentissement sourd, comme une douleur orbe, quelque chose que l'on n'entend pas, que l'on ne sent pas. Cela se passe dans les suites d'une séance avec un jeune homme trentenaire. Il vient sous la pression des événements, il est appelé à perdre ses 2 parents d'un cancer. Sa mère est malade depuis une bonne dizaine d'années, elle va partir progressivement, son fils restant à son chevet jusqu'à la fin. Il dit « Pour ma mère, j'étais prêt ». Le détachement opère. Son père a appris son cancer trop tard. Il est passé de valide à malade, à agonisant en peu de temps. Il décède à peine 3 mois après sa mère. Tout s'est précipité. La période des adieux a été écourtée. Et il vient à sa séance, comme d'habitude, une après-midi. Il vient directement du service de soins palliatifs où il a dormi auprès de son père depuis une dizaine de jours. Et là, le père vient de décéder. Il a veillé le corps jusqu'à l'heure de notre rendez-vous. Je n'arrivais pas à partir, dit-il. L'arrachement inéluctable et redouté s'est produit. Une amie de sa mère est venue veiller le corps avec lui une partie du temps. Et à 16 heures, nous sommes en séance, il regarde sa montre d'un air indescriptiblement inquiet et sombre.
comme s'il ne devait pas manquer ce dernier rendez-vous, le moment où il sait que le corps de son père doit quitter la chambre d'hôpital pour la morgue. C'est presque rien, ce petit coup d'œil affolé à la montre qui indique l'heure tapante et inquiétante du départ, auquel il n'est pas préparé et dont les répercussions ne sont pas prévisibles. Retentissement pour lui, retentissement pour moi. C'est parce que c'est la mise à nu du cadre de travail. Aucune technique psychothérapeutique n'apporte le moindre soutien. Nous sommes dans l'irréductiblement humain, dans le critère de l'humain, dans critère de l'humain, c'est Minkowski, dans le je-tu qui fait nous, c'est Binswanger, dans le partage-portage de l'heure tapante et vibrante, le partage de la détresse et de la vie qui continue. Chez les Juifs, on dit « tu choisiras la vie ». Cette situation requiert que nous nous tenions, comme souvent, hors les murs balisés par la technique, tout proche de cette psychothérapie en prise directe à laquelle Minkowski aspire. Je le cite, « La nostalgie d'une psychothérapie en prise directe, si l'on peut dire, s'échappe toujours à nouveau de derrière les barreaux du cachot dans lequel les doctrines techniques, par leur apparente solidité même, cherchent à l'emmurer. » Bachelard, dans la poétique de l'espace, en 1957, donc quelques 20 ans après de la cosmologie, souligne combien le retentissement, et en citant Minkowski bien sûr, à l'inverse de la causalité, agit en lui comme un opérateur méthodologique et phénoménologique qui l'oriente dans sa recherche sur la topo-analyse des images pour trouver, dit-il, les vraies mesures de l'être d'une image poétique. Et bien sûr, il parle de la maison. Et dont ce matin qui a été évoquée cette maison et cette idée d'une demeure qui est à reconstruire quand il n'y a plus de maison. L'évocation de la maison, qui recèle des espaces d'action, de méditation et de rêverie, consiste en un abri enveloppant à l'égard du retentissement de la nature, qu'il est possible de mettre à distance et de contempler du dedans de ces frontières perméables, tant concrètes que symboliques, pour trouver le réconfort, le bien-être, un certain accord avec soi-même et le monde. Bachelard, lui, distingue résonance au pluriel et retentissement au singulier, pourtant tellement proches. Ils forment, dit-il, un doublé phénoménologique, en ceci que, je le cite, les résonances se dispersent sur les différents plans de notre vie dans le monde, tandis que le retentissement nous appelle à un approfondissement de notre propre existence. Fin de citation. Ce doublé n'est donc pas un simple redoublement. Pour Bachelard, les résonances sont plurielles, et elles se situent un peu comme à la surface de l'existence, comme les vagues ou les plissements de la surface de l'eau. Elles produisent des phénomènes cliniquement repérables comme des formes d'entrée en résonance, qui sont des formes mobilisatrices, perturbatrices, troublantes, envahissantes, qu'il y a lieu de circonscrire, de limiter, de séparer du véritable retentissement au singulier. En effet, elles produisent un effet de concernement non discriminant, non hiérarchisé, en excès, émanant de nombreux endroits du monde, là où au contraire le retentissement véritable a beaucoup plus à nous dire car il en appelle à un approfondissement de notre être profond. La prose de Minkowski consacre de très belles pages à l'ambiance et aux deux directions essentielles de la schizoïdie et de la syntonie qui y répondent, soit en se mettant à son diapason pour faire caisse de résonance et retentir avec, soit au contraire pour s'abstraire du milieu et du contexte, amortir au maximum le retentissement et les résonances qui en émergent et s'isoler au point parfois de perdre le contact ou au point de pouvoir s'isoler du milieu ambiant.
Dans ce phénomène du contact vital avec la réalité, ce qui est en jeu, c'est l'interaction intime et élémentaire entre l'individu et l'ambiance. Pour le syntone, la faculté de se mettre au diapason de l'ambiance, qui a pour corollaire le retrait ou le détachement à l'égard de l'ambiance, c'est-à-dire qu'il faut les voir comme une dualité possible, toujours à disposition. L'ambiance doit être prise comme un tout vaste et vivant dans lequel l'homme arrive, par la suite seulement, à discerner, je cite Minkowski, à l'aide de procédés analytiques à sa portée, des êtres vivants, des objets, jusqu'à des excitants physiologiques. Et donc il a cette formule qu'on a entendue tout à l'heure, primitivement l'ambiance est un océan mouvant. Elle est le devenir. Et c'est de ce devenir que se détache la personnalité humaine pour s'affirmer à son égard, mais elle ne le fait toujours qu'à regret, en conservant la nostalgie de l'union, de la fusion intime avec le devenir ambiant. Et donc, vous le connaissez, c'est tirailler entre ces deux forces, s'affirmer et besoin de se confondre que la personnalité humaine. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se constitue toujours, dit-il, en déficience par rapport à l'ambiance. Donc, que l'être humain soit l'un ou l'autre, qu'il soit syntone, plus ou moins syntone ou plus ou moins schizoïde, il sera toujours infirme à l'égard de l'ambiance. Et ça, c'est peut-être un point de départ qui est intéressant. Et cette infirmité foncière de l'homme à l'égard de l'ambiance démontre que justement cet ajustement entre eux est difficile, laisse toujours à désirer. C'est toujours de ça dont on vient parler, de cet ajustement qui n'arrive pas à se faire. Minkowski pense ensemble le retentissement du monde et la caisse de résonance constituée par cette bipolarité structurante, constituante. Et là, je vais en venir. Il me reste combien de temps? La prose de Minkowski fait fond sur des expressions usuelles de la langue française dont elle déploie l'évocation. Et chacune d'elles réserve sous sa plume des surprises. Parmi les courts chapitres, donc, je vais me référer à l'appel, constituer un monde avec, avoir un monde, qui, au lieu de renvoyer à lancer un cri d'appel dans le vide dont on attend un répondant sous forme humaine ou comme appel à être, là on sent que la quête, c'est le sens primitif ou cosmologique de l'appel, et que l'appel s'adresse directement au monde. Et c'est vrai qu'en écoutant certains malades, ce dont ils se plaignent le plus, c'est de cette disparition du monde, ou de ce monde qui s'est tout d'un coup retiré comme la mer se retire, comme une marée, mais ce n'est pas une marée qui remonte. Et cela donne quelque chose d'absolument inattendu et inouï, parce que finalement ce qu'il décrit, c'est la possibilité qu'il y a en chacun de nous de faire cette expérience, de rencontrer la faille, et de rencontrer la faille qu'on appelle dissociative, c'est-à-dire de rencontrer le gouffre présumé qui surgit brusquement et sans crier gare quand, refermant un livre au cours d'une lecture dans le métro, vous vous levez pour partir ailleurs et que dans cette transition, sur ce palier, surgit un instant d'oscillation, un instant d'instabilité fondamentale, mais qui est presque un instant de déréalisation. Il n'emploie pas le mot, mais c'est le passage discret d'un monde à un autre, mais surtout le suspens du monde. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde à un autre, mais entre les deux, il y a un vide. Et l'instant d'un rien, c'est le passage au-dessus d'une béance. Je le lis. Pendant ce court instant d'interruption, je me sens entièrement désemparée, comme si je perdais pied pour un moment. Je continue. Sortie de ma lecture, l'ambiance, elle arrive, une grise et indifférente. Pour une fois, il décrit.
du wagon du métro se présente à moi, mais elle le fait pendant un instant avec un caractère d'étrangeté. Bien que l'ayant devant les yeux, je n'y suis point encore entrée, le contact s'établit mal, pour ainsi dire, et j'ai l'impression de manquer de base, de manquer d'un complément indispensable pour réaliser ma propre existence. Et là, il dit, je suis comme en l'air par rapport à la vie, et là s'élève l'appel que lance dans sa détresse le moi détaché de son monde. Ce sont comme des fils qui, privés de leur attache naturelle, pendent lamentablement tout autour. Cela ne dure d'ailleurs qu'un instant. Les fils sont destinés à se retendre immédiatement. Ce n'est qu'ainsi que peut se réaliser mon existence. Donc ces fils, est-ce que ce sont des cordes justement qui résonnent ? Et en tout cas, ces fils ne peuvent pas rester détachés du monde. L'appel au sens cosmologique du terme ne s'adresse ni à un être vivant, ni à un objet, ni à un événement, mais postule la constitution de tout un monde, d'un monde indispensable à notre existence. Avec l'appel au sens cosmologique, je n'en appelle pas à un autre pour me sortir de là, mais j'en appelle à une sortie de l'impasse dans laquelle me propulse ce qu'il appelle une mise instantanée hors la vie, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par une mise entre parenthèses ou époquée de la vie, se produisant brusquement et à mon insu, en tant qu'elle fait toucher du doigt l'abîme, la crevasse gelée dans laquelle tombe réellement le malade qui perd le contact vital avec la réalité pour de bon. Pour nous, c'est pas pour de bon. La vie ne peut pas ne pas reprendre de suite ses droits, parce qu'elle est le principe générateur du synchronisme vécu, la catégorie de continuité qui porte l'élan vital toujours au-delà de lui-même. Mais pour un malade, l'appel reste désespérément lancé sans plus trouver de solution de continuité après la fracture. Ce qui accompagne l'appel, qui s'éternise en appel, c'est une souffrance immense, presque inimaginable. Nous ne pouvons la ressentir, dit-il, qu'à l'état de soupçon, parce qu'elle nous effleure à peine. Tellement autrement, dit-il, ce serait pire que la souffrance morale la plus intense, pire que la terreur, pire que la mort elle-même, qui, elle, sait encore s'intégrer à la vie. Et pour illustrer l'image des fils rompus, voici comment s'exprime un malade de Franz Fischer que Minkowski cite dans l'épilogue du temps vécu. L'air est encore là, l'air entre les objets dans la pièce, mais les objets eux-mêmes ne sont pas là. Parfois cela va en ranger, la façon dont je dois penser aux divers objets, la traverse du lit, l'oreiller, le mur, la fenêtre, etc. Et chaque fois, ce à quoi je pense s'en va. Une place vide s'ajoute à d'autres, et puis tout est là quand même. Parfois aussi tout est vide. Toute la mer qu'est l'univers est vidée ainsi, si on peut dire, et je ressens de la peur. Fin de citation du malade de Franz Fischer. L'affect qui se trouve à la disposition de ce malade pour exprimer ce qu'il ressent est la peur, et donc il ne faut pas s'y fier, car il n'y a pas de mot assez fort, assez précis pour qualifier son expérience propre. Pour nous, l'appel n'ayant pas la possibilité matérielle de s'imprimer et de s'imprégner de notes plus aiguës de la souffrance ou de la peur, donc elle tend à rester un affect discret, un affect muet, suffisamment vibrant tout de même pour que ceux qui peuvent s'y référer puissent sentir combien rester bloqué dans une situation dépourvue de toute issue serait le pire et combien il est impossible de ne pas recourir à un monde constitué en nous et par nous et à un monde commun. En ce sens, l'appel élève sa voix impérieuse, dit-il, forcé de recourir au monde pour retrouver ses appuis. Monde, es-tu là ?
Et je vais conclure. Plus étonnant et rare, la prose de Minkowski berce. Elle est consolatrice sur fond de paroles vraies qui situent l'homme à sa place, l'installe dans son infirmité foncière. Elle le console de son sort, non pas par de vains mots, des paroles en l'air, mais par des paroles justes, des paroles dures et vivaces, qui résistent comme du chien-dent. Et le chien-dent, ça m'évoque Fernand Deligny, qui s'est aussi occupé d'enfants autistes, et je ne sais pas, enfin évidemment ils ne se connaissaient pas, ils ne se sont pas lus, mais pour moi il y a beaucoup d'échos entre Minkowski et Fernand Deligny. Ainsi, parmi les images frappantes de la prose de Minkowski, il y a celle-ci: l'univers face auquel l'homme se trouve se dresse devant lui, et il dit: comme une mer en acier. Une mer en acier, une mer MER, notre vrai berceau, sur laquelle notre effort vient mordre, nous nous cassons fatalement contre elle les dents, mais nous y laissons une empreinte profonde. Donc on se casse les dents, mais on y laisse une empreinte. La prose de Minkowski est une promesse qui annonce que la vie elle-même est le lot de consolation, l'unique, qu'il n'y en a pas d'autre, dans sa dureté et son âpreté même. Merci infiniment.